Bonjour et bienvenue au Verbomoteur, ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, Stéphanie Grimard, Laurence Godin-Tremblay et Benjamin Boivin. Bienvenue à vous 3. Salut Simon. Salut Simon. On a toute qu'une émission aujourd'hui. Durant la prochaine demi-heure, nous parlerons d'une recommandation du gouvernement libéral visant à interdire le statut d'organisme de charité à toutes les organisations religieuses au pays. Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur le documentaire Libre de choisir qui traite du délicat et polémique sujet de l'avortement. Et en toute fin d'émission, nous discuterons du désir de paix en Ukraine. Qu'est-ce que la vraie paix? Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, notre habituelle question brise-glace. Nous sommes au tout début du temps du carême. Est-ce que vous allez vivre d'une manière spéciale le carême? Laurence, je commence avec toi. Alors, votre collègue, Sarah-Christine, m'a convaincue, à force... en tout cas, elle m'a convaincue de participer. À force de harcèlement. Je n'osais pas aller là, mais disons qu'elle a été assistante, mais c'est correct. Je suis très contente de faire Fiat 40. Là. Donc, on est une petite groupe de filles, on a pris des résolutions, là, tant par rapport aux jeunes, tant par rapport à l'exercice même physique, tant par rapport à notre utilisation du téléphone, la prière, puis on va s'en parler ensemble chaque semaine. Donc, c'est très encourageant. Je suis très contente, Sarah-Christine, que tu aies insisté. Donc, Fiat 40, qui est une sorte de parcours pour chrétiens qui veulent vivre d'une manière plus intense le temps du carême. C'est ça, exactement. Et toi, Stéphanie? Moi, je veux prendre de front, je pense, quelque chose, une habitude que j'ai qui, dans laquelle je me sens pas libre, c'est mon téléphone. C'est ça. Je passe trop de temps avec mon téléphone. Je veux prendre ce temps-là pour faire autre chose. Je veux me défaire de cette, pas loin d'une dépendance. Donc, tu vas le jeter aux poubelles, c'est ça? Non, mais je vais le garder hors de ma chambre. Tu sais, j'ai comme... Différents systèmes. Ouais, mais c'est assez... j'entends beaucoup ça, hein, ce carême-ci, le téléphone. Ben, moi, je pense que ça va être ma résolution aussi. Au moins, pas dans la chambre, réduire les écrans le soir. Ouais. Après tout, c'est pratiquement une drogue dure. Donc, c'est peut-être pour ça que la dépendance est tellement forte que c'est peut-être ça la raison pour laquelle la plupart des gens sentent que c'est ça qui les éloigne le plus de ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Là. Ouais. Et toi, Benjamin? Moi, par humilité, je refuse de répondre à la question. Hein. Je vais faire mon jeûne dans le secret, mais tu peux être certain que plus mon jeûne est grand, plus je deviens une pénitence pour ceux qui m'entourent. Donc, je vais contribuer au carême de ma femme en plus du mien. Et de quelques collègues de travail, sûrement. Ils sont un carême pour moi, eux aussi. Merci. Alors, on y va tout de suite pour la nouvelle de la semaine. Benjamin Boivin, une nouvelle d'importance qui est passée sous le radar ces dernières semaines au Canada, c'est une recommandation du Comité des finances du gouvernement libéral d'interdire le statut d'organisme de charité à toutes les organisations religieuses au pays. Benjamin, ça semble très gros là, comme nouvelle. Est-ce que c'est vraiment ça que le gouvernement propose? C'est sûr qu'il faut mettre les choses en perspective. Le comité en question, c'est un comité parlementaire qui a pour rôle de produire un rapport pré-budgétaire. Donc, c'est une étape, en fait, dans le processus de construction du budget qui a été accompli au mois de décembre. Et c'est un rapport qui contient un très grand nombre de clauses, plusieurs clauses qui concernent une grande diversité de questions budgétaires. 2 clauses en particulier nous intéressent, c'est la clause 429 et la clause 430. La clause 429 concerne les organisations, spécifiquement les organisations qui portent un message anti-avortement, selon le langage du gouvernement fédéral, donc un message pro-vie. Donc, la clause vise en fait à interdire l'accès au statut d'organisme de charité, les bénéfices fiscaux qui s'ensuivent à ces organisations. Et de manière plus grave et je crois plus problématique pour l'ensemble de la société, la clause 430 qui vise en fait à soustraire la question des organisations dont le propos est d'avancer la religion au régime des organismes de charité. Donc, toutes les églises, par exemple, les mosquées, les différents lieux de pratique religieuse. Les paroisses, les diocèses, tous les organismes qui viennent en aide aux pauvres, mais qui sont liés à une église, par exemple. C'est ça. Ce sont des organisations qui peuvent émettre des reçus d'impôts pour charité. Il y a également une très grande variété d'organismes de charité qui ne sont pas des paroisses ou des mosquées ou des synagogues, mais qui sont des organismes liés à une organisation religieuse d'une manière ou d'une autre, qui ont donc un historique religieux, un motif religieux. Et ces organisations-là totalisent près de 40 en fait des organismes religieux, des organismes de charité au Canada. C'est plusieurs dizaines de milliers d'organisations qui contribuent au tissu social canadien à répondre à des besoins qui sont très importants dans la société canadienne et qui sont aujourd'hui visés par ces 2 clauses-là dans le rapport prébudgétaire dont on n'a à peu près pas parlé au Canada. Mais pourquoi? Pour quelle raison il ferait ça? Bien, c'est une bonne question, en fait. Pour quelle raison?
On pourrait se demander, est-ce que économiser de l'argent, peut-être? On pourrait se demander, est-ce que finalement, c'est comme un effet secondaire d'une vision budgétaire? On n'avait pas pensé à tous les impacts, puis ça va être révisé en cours de processus parlementaire. Mais non, après analyse et vérification des faits, ça semble être l'objectif du gouvernement, en fait, d'exclure toutes les organisations religieuses de ce prétexte, de ce profil, finalement, d'avantages fiscaux. Donc, pas que les chrétiens et les catholiques, mais les juifs, les musulmans, les sikhs, les hindous, tout le monde. Là. Tout le monde. Maintenant, ça, c'est dans l'état actuel du rapport prébudgétaire. Il est probable qu'il y ait des modifications. Il faut prendre en considération le fait aussi que ce rapport prébudgétaire-là s'inscrit dans les activités parlementaires qui vont probablement se terminer prochainement. Avec l'élection d'un nouveau chef libéral, il y aura probablement des nouvelles élections. Et ce rapport-là va être tabletté et il y aura un nouveau processus budgétaire qui va s'en suivre. Mais bon, c'est étonnant quand même de voir ça aller parce qu'on s'attend d'un gouvernement libéral, fédéral, plutôt multiculturaliste, plutôt attaché à la diversité, à une perspective complètement différente sur la religion que celle-là. On n'aurait pas été surpris, par exemple, d'apprendre que le gouvernement de François Legault, qui fait la promotion d'une vision, disons, républicaine de la laïcité, arrive éventuellement avec un projet de ce genre-là. Il y avait déjà eu, excuse-moi, mais il y avait déjà eu un cas, justement, là, quand il avait interdit la location à un centre des congrès là, à Montréal pour un groupe évangélique, parce qu'il était lié à une position anti-avortement. Effectivement. Bon, c'est une question complètement distincte de le statut d'organisme de charité, mais tout de même, on voit au gouvernement québécois une lutte contre les organisations religieuses lorsqu'elles s'intègrent à l'espace public, lorsqu'elles mènent des luttes sociales et politiques, alors que le gouvernement fédéral et la tradition libérale fédérale est tout autre. Donc, c'est un peu surprenant. Ça ne semble pas très stratégique, alors que le Parti libéral va probablement déclencher des élections très prochainement, de se mettre à dos tout le Grand Toronto, qui est quand même... qui contient beaucoup de minorités religieuses. C'est vrai que ça ne semble pas très stratégique. De fait, de façon étonnante, d'ailleurs, il y a très peu de médias qui en ont parlé. Donc, la grande majorité des Canadiens ignorent ce phénomène-là. Ce sont essentiellement des organismes de la société civile, des think tanks comme Cardews, par exemple, qui ont cherché à faire la démonstration de tous les impacts très, très grands, en fait, d'un changement budgétaire de cet ordre-là. Mais la communication de ces changements-là possibles, elle ne se fait pas vraiment. Maintenant, on peut imaginer que dans une perspective de fin de règne, qui était celle du gouvernement libéral au mois de décembre, là, on s'imaginait bien que les élections allaient s'en venir et qu'on allait probablement les perdre. Il arrive parfois que les gouvernements en fin de règne essaient de faire avancer des projets, comme par exemple celui du TGV entre Québec et Toronto. Auxquels on ne croit pas vraiment. Auxquels on ne croit pas vraiment, mais dont on peut dire finalement qu'on a essayé de les faire et puis on peut faire du capital politique avec ça. Peut-être qu'il s'agit de l'explication finalement de cette proposition-là dans le contexte dans lequel elle a été faite. Et peut-être que finalement, avec l'arrivée probable de M. Carney à la tête du Parti libéral, on va arrêter d'entendre parler de ça. Mais c'est vraiment une tendance là, de plus en plus probable, en fait, que par le gouvernement de M. Legault ou de M. Trudeau fédéral ou d'un autre, un tel développement se produise en politique canadienne. L'impact pourrait être majeur, je pense à l'Oratoire Saint-Joseph, à tous les grands sanctuaires, toutes les paroisses. Sans cet avantage de pouvoir remettre des reçus de charité, c'est possible que plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis aient à fermer. Oui. J'ai vu que l'archevêque de Toronto, Monseigneur Franck Léo, a écrit une lettre qu'il a rendue publique pour dénoncer ce projet. Oui, il y a finalement deux choses principales là, qui sont dénoncées. D'une part, ce phénomène-là. Et, par exemple, l'Institut Cardews, auquel je faisais référence il y a quelques minutes, a fait la démonstration que très souvent, les églises, ou en tout cas les lieux de culte de grande religion, ont un effet sur la communauté qu'ils desservent, qui est très important. Et le coût-bénéfice pour le gouvernement fédéral d'accorder des reçus d'impôts pour charité, il est excellent, en fait. Souvent, on a un rendement de 10 pour 1. Donc, si le gouvernement fédéral avait cherché à activement produire les bénéfices sociaux que la communauté produit en lui accordant des reçus d'impôts pour charité, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Donc, c'est pas pour économiser de l'argent, c'est vraiment pour attaquer les organismes religieux. Peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension des bénéfices que les communautés religieuses apportent à la société canadienne, bénéfices qui dépassent les considérations de sociabilité, mais qui incluent aussi des bénéfices économiques. Peut-être aussi qu'il y a un calcul coût-bénéfice où finalement, ces bénéfices économiques-là ne valent pas la peine vu les objectifs idéologiques du gouvernement fédéral. On ne connaît pas la réponse à la question, on ne peut que la deviner. Benjamin Boivin, on suivra quand même de près, voir si, suite aux prochaines élections, si cette clause revient, là, cette recommandation. Ça pourrait avoir des impacts pour de très nombreux organismes au pays. Tu es chef de pupitre pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue.
Laurence Godin-Tremblay, tu as visionné le documentaire sur l'avortement libre de choisir qui sera diffusé sur Radio-Canada le 8 mars prochain. Qu'est-ce que ce film, Laurence, apporte de neuf pour comprendre le très délicat et polémique phénomène de l'avortement? En fait, la nouveauté, Simon, c'est que le documentaire, il critique pas le mouvement pro-vie directement, mais il vante le mouvement pro-choix. Le film souhaite montrer le caractère banal, sans danger, voire lumineux, hein, c'est ce qui est dit, de l'avortement. Pour ce faire, le documentaire nous fait entrer dans les cliniques d'avortement. On écoute le témoignage des médecins et des infirmières qui le pratiquent. On les voit faire des avortements, carrément. Ah oui, ils vont jusque-là? Oui, c'est ça. On les voit assister. On assiste aussi à la discussion, c'est intéressant, de la patiente avant, pendant l'avortement et après. Le documentaire donne aussi la parole à des femmes qui ont eu recours à l'avortement. Puis les témoignages sont volontairement banals et sans grande histoire. Là. La plupart se sont fait avorter parce que c'était pas le bon moment, puis ils voulaient pas d'enfants, ou en tout cas, c'est ça, pas maintenant. Pas de témoignages de gens qui ont regretté ou qui ont eu une mauvaise expérience. Non, puis on ne parle pas non plus de femmes qui ont été violées ou des choses comme ça, là, mais c'est volontaire. C'est pour dire que tous les avortements sont légitimes. Fait que c'est pour ça qu'on prend des cas aussi banals, là, entre guillemets. Alors, c'est clair que, bon, moi, j'ai pas le même point de vue du tout que le documentaire. Je l'ai trouvé difficile à regarder. Mais le film a toutefois le mérite de présenter une vision cohérente, hein, autant que possible, au sujet de l'avortement. Parce que la position est claire. Comme je l'ai dit, tout avortement est légitime, n'importe quand et pour n'importe quelle raison. Le documentaire termine d'ailleurs par... Un peu, Laurent, n'importe quelle raison. Donc, j'avais prévu d'aller à Cancun à Noël, ça tombe mal, des choses comme ça, aussi banales que ça? Ben, écoute, dans les raisons banales, ils vont pas jusque-là, mais on a par exemple le témoignage d'une femme qui dit, tu sais, bon, tout allait bien, elle aimait le gars, elle était bien financièrement, mais c'était un peu trop tôt dans leur relation. 5 mois plus tard, elle est retombée enceinte, puis là, c'était correct. Fait que 5 mois de différence, c'est quand même relativement banal. Non, 5 mois, oui. Il y a des choses comme ça, oui. Alors, le documentaire, justement, il termine avec une femme qui affirme « Tout choix personnel est valide, tout choix personnel est beau parce que c'est la vie qu'on veut vivre. » Donc, tout choix. Bon, ça a le mérite d'être honnête et c'est cohérent, Simon, parce que si on croit qu'une femme n'est pas enceinte d'un être humain puis d'un tas de cellules, ben pourquoi pas? Une chercheuse de l'UQAM dénonce d'ailleurs l'inverse dans le mouvement pro-vie. Elle dit « On humanise le fœtus », critique-t-elle. Alors, le documentaire, je trouve qu'il met bien en relief, Simon, le dilemme de fond au sujet de l'avortement. Le fœtus, est-ce que c'est un être humain ou non? Parce que si c'est pas un être humain puis que c'est juste un tas de cellules, ben oui, toutes les raisons sont bonnes, au sens où moi, j'avais des acrocordons à un moment donné sous l'aisselle gauche. Je me suis fait enlever puis personne n'en a fait un plat, là. Ça a dérangé personne. Mais si une femme est enceinte, non pas d'un tas de cellules, mais d'un être humain, alors c'est le contraire. Aucun avortement n'est légitime, ça va de soi. Même si je devenais pauvre raide, que mon mari me quittait, que ma fille de 11 mois tombait lourdement handicapée, il n'y a aucune raison qui me permettrait de mettre fin à la vie de ma fille, surtout que c'est ta filleule. Parce que c'est un être humain, tout simplement. Mais comment on sait si c'est un être humain ou non qui se trouve dans le ventre d'une femme enceinte? Est-ce que chacun décide pour soi? Bien, c'est dangereux si chacun décide. Hein? On dénonce à juste titre ceux qui, dans l'histoire, ont dit que, par exemple, telle race, ce ne serait pas des êtres humains. Dans le film Libre de choisir, on reproche au mouvement pro-vie de mal comprendre la position pro-choix. On insiste qu'on ne force personne à avorter, puis que chacun fait ce qu'il veut. Hein? Que si une femme choisit d'avorter, bien, ça n'affecte pas la femme qui, elle, décide de garder l'enfant. OK, mais ce mouvement pro-choix impose quand même une vision à tous, celle que le fœtus n'est pas un être humain. Puis cette vision, elle implique nécessairement tout le monde. Hein? Si moi, je décide que Benjamin n'est pas un être humain, là, que c'est mon choix personnel... Peut-être plusieurs personnes pour être d'accord avec toi. Ça, mais en tout cas, c'est mon choix personnel de le considérer comme tel. Bien, j'imagine que ça va te choquer, Simon, puis Stéphanie aussi, et que vous allez m'empêcher d'agir. Ou plus directement, ça peut affecter des membres de la famille immédiate, le père de l'enfant, des choses comme ça aussi. Oui, c'est ça aussi. Fait que ça affecte nécessairement tout le monde. Hein. Notre vision de si une telle personne l'est ou non, ça concerne tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans le ventre d'une femme enceinte? Hein? C'est la question à 1 000 $, là. Alors, pour régler le différend, moi, je pense que c'est bon de partir toujours de ce qui est commun. Hein. Quand on n'est pas d'accord, cherchons ça sur quoi on est d'accord. Puis qu'est-ce que tout le monde accorde? Bien, c'est qu'un bébé, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est un être humain. La question, c'est 1 heure avant, c'est quoi? 1 semaine? 2? 3? Bon, certains disent que c'est un être humain quand il est viable en dehors du sein de sa mère. C'est un argument qu'on entend souvent, donc à partir de 20 semaines environ. Mais c'est quand même une définition de l'être humain étonnante, au sens où moi, je ne suis pas viable au fond de l'océan, je ne suis pas viable dans l'espace, mais ça ne change rien à qu'est-ce que je suis comme être humain. Alors, quand est-ce qu'une femme devient enceinte d'un être humain? La position pro-choix ridiculiste dit ben, c'est certainement pas dès la conception.
c'est vrai que ça n'a pas l'air là, visuellement d'un être humain comme vous et moi. Là. Il y a du mystère, je l'accorde, mais la question, c'est cette vie nouvelle, parce que c'est vivant, sinon on n'aurait pas besoin de l'avorter si c'était pas vivant. Mais cette vie nouvelle-là, qu'est-ce que c'est si c'est pas une vie humaine? À quelle espèce d'être ça appartient? Alors moi, je trouve que c'est ça la question de fond que j'aimerais qu'on se pose au Québec. C'est ça que le documentaire met en relief, je trouve. Là. Qu'est-ce qui se trouve dans le ventre d'une femme? Quel est le statut du fœtus? C'est tout ce qui compte. Puis je pense que le documentaire montre bien que la réponse qu'on y donne fait en sorte que tout le reste en découle, la position qu'on prend. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com, merci beaucoup pour ton édito. Si d'ailleurs vous voulez nous partager votre opinion sur cette question qu'on reconnaît polémique, délicate, vous pouvez le faire en nous écrivant à verbomoteur@le-verbe.com ou encore nous donner votre commentaire directement dans la section vidéo sur la page YouTube du Verbe Média. La semaine dernière, le président Trump accusait Zelensky de ne pas vraiment vouloir la paix. Le président ukrainien lui a répondu qu'au contraire, personne ne veut la paix, plus que lui. Notre question de discussion cette semaine choisie par Stéphanie Grimard, qu'est-ce que la vraie paix? Stéphanie, une grande question philosophique, oui. Mais en même temps, quelqu'un pourrait dire, c'est simple, la paix, c'est quand il n'y a pas la guerre. On peut partir de là, tu sais. Par la négative, au fond, quand on a de la difficulté à définir quelque chose, on dit, c'est quoi le contraire? C'est ça. Donc, la paix, ça serait le moment où la guerre cesse, où la possibilité de l'éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de guerre. On va rester donc dans la paix. Mais moi, c'est ça, tout de suite, ce qui m'est venu en tête. En fait, ma mère m'a rappelé cette citation latine qui date de très longtemps, mais « si vis pacem para bellum ». Donc, qui veut dire? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça peut paraître paradoxal, donc, mais... une course à l'armement. C'est un peu ce qui est inquiétant, mais d'un autre côté, il y a une logique derrière ça, même si ça paraît paradoxal, c'est de dire, si on veut éviter que quelqu'un nous attaque, si on veut éviter la guerre, si on se prépare, ça va dissuader les gens de venir nous attaquer. Donc, c'est comme de dire, le seul moyen de l'éviter, c'est de la préparer. Ça reste un peu paradoxal. Mais il y a quand même une logique derrière ça, puis on dirait que l'Europe tend à aller vers ça. On a entendu la commissaire, la présidente de la Commission européenne, il y a 2 jours, Ursula von der Leyen, parler carrément de dire on est à l'ère du réarmement. Donc, est-ce que c'est ça qui est en train de se préparer? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est, comme tu dis, est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce qu'est la paix si on s'en tient à cette définition-là de dire c'est l'absence de guerre? Je ne sais pas. Il y a une autre notion que je trouve intéressante, c'est une position qui a quand même eu le cours assez longtemps aux États-Unis, qui est celle de Donald Trump. En anglais, on dit « peace through strength ». Donc, encore là, la paix à travers la force. Encore là, on dirait que c'est paradoxal. C'est peut-être une nouvelle façon de dire si on veut la paix, il faut la préparer, mais de dire, en menaçant ou en se tenant fort, on va éviter... On fait peur. Faites pas la guerre, sinon ça va aller très mal pour vous. C'est ça. Est-ce que ce genre d'équilibre de force-là, c'est ce qu'on veut comme paix? C'est une définition très négative de la paix, dans le sens simplement par l'absence de guerre, mais d'autres vont dire, la vraie paix, si on pense dans un couple, c'est pas juste de ne pas se faire la guerre, ou dans une famille, c'est qu'il y ait de la concorde, qu'il y ait de la communion, il y a quelque chose de positif dans une vraie paix. Mais je pense que je ne trahirais pas la pensée d'Aristote dans ses politiques en disant que même pour lui, ce serait l'inverse, au sens où on aurait même à définir la guerre comme l'absence de paix. Bon, j'ai l'air d'aller nulle part avec ça, là, mais c'est dans l'idée, finalement, Aristote dit le plus important, c'est d'éduquer à la paix. Puis la paix, il ne faut pas le voir comme justement du non-être ou du rien-faire ou de ne pas entrer en conflit. Il dit le plus important, c'est de préparer les citoyens à la paix au sens où qu'est-ce qu'ils vont le faire de leur temps libre ou de leur capacité à faire du loisir, là, avoir vraiment cette disponibilité de temps-là. Puis c'est le plus important parce que c'est là que tout l'être humain s'oriente sur qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est une vie humaine, puis pourquoi même après c'est important de combattre. Parce que si on ne sait pas... On ne sait pas pourquoi on combat. Si on ne sait pas qu'est-ce qui est louable dans la paix, qu'est-ce qui est intéressant, moi, je trouve ça intéressant que tu parles d'éducation. Dire on va éduquer à la paix, on va regarder vers qu'est-ce qu'on veut comme relation humaine entre les peuples, mais comme tu dis, entre les gens aussi, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Mais, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on n'éduque pas à la paix. Moi, il y a quelques années de ça, j'étudiais en relations internationales, puis je me souviens, dans mon premier cours de théorie des relations internationales, on nous posait la question, c'était comme la prémisse du programme au complet. C'est quoi la paix? Puis évidemment, si on essaie un peu de réfléchir d'une façon pertinente, on va essayer d'écarter des définitions négatives qui finalement ne nous donnent pas vraiment de capacité de
Saisir de quoi on parle. de saisir de quoi on parle. Donc, moi, spontanément, je dis, je veux dire, une chose est certaine, c'est que c'est pas l'absence de guerre. C'est une définition tout à fait ridicule. Et lui de me répondre, écoute, t'es dans l'erreur. Hein. En théorie des relations internationales, la paix, c'est l'absence de guerre. Finalement, hein, c'est comme un postulat, c'est le fondement d'une certaine vision moderne de la politique, la paix comme absence de guerre. C'est que l'idée, c'est que l'état naturel de l'homme, c'est le conflit et la guerre. L'idée, c'est que notre posture, notre existence, naturellement, elle est déterminée par la guerre, par la violence les uns contre les autres, puis que s'il y a une paix à faire, c'est en maîtrisant nos pires instincts, nos pires impulsions. Donc ça nous mène à une vision assez décourageante du monde, en fait, dont parle, par exemple, Hobbes, là, pour citer un philosophe moderne très connu. L'homme est un loup pour l'homme. Bon, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que si on commence à penser la vie publique de cette façon-là, on n'est pas capable de réfléchir au-delà de la violence fondamentale des relations entre les nations, mais aussi entre les personnes. Et c'est pourquoi on arrive à des conclusions sur, par exemple, l'État moderne. En quoi sert l'État? L'État, c'est l'institution qui a le droit, qui a le monopole légitime de la violence et de la force. Donc ça, c'est une conception qui est autrement opposée, finalement, à la vision chrétienne de la vie publique, de la paix entre les nations, qui est fondée sur la pensée d'Aristote, justement. Il y a la définition que j'aime beaucoup de Saint Augustin qui définit la paix comme la tranquillité de l'ordre. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on la définit plus comme l'établissement du désordre. C'est-à-dire qu'on est habitué qu'il y a des injustices, mais tant qu'on ne se tape pas dessus, ça fonctionne. On pourrait dire que la mafia institutionnalise un certain désordre, mais elle contrôle les choses. Donc, tant qu'il n'y a pas de coup de fusil, on va dire que c'est la paix. Non, la tranquillité de l'ordre, on voit que c'est beaucoup plus positif comme définition. Je reviens avec mon exemple du couple. Si deux personnes dans un couple ne se frappent pas, mais ne se parlent pas, est-ce qu'on va dire que c'est la paix dans le couple? J'ai l'impression que c'est pas suffisant. Puis entre les nations, s'il n'y a aucune relation, même si on ne s'entretue pas, c'est pas encore la paix véritable qui est atteinte. En effet, puis toutes ces considérations-là si tu veux la paix, prépare la guerre, et puis d'établissement d'armées de métier où finalement on construit des structures énormes d'armement, comme en parle notre chère Ursula von der Leyen, ça, en fait, là, c'est un incitatif pour l'État moderne à faire la guerre, en fait. Si une société investit des ressources monumentales dans la construction d'une armée, elle y met finalement le meilleur, elle y met ses meilleurs hommes, ses meilleures énergies, sa meilleure technique. C'est un incitatif à l'utiliser, finalement, parce que dans une mentalité technique, une mentalité moderne, technifiante, on ne va pas investir nos meilleures énergies dans une ressource qu'on ne va pas utiliser. C'est pourquoi, d'ailleurs, les sociétés prémodernes, par exemple, les sociétés comme les sociétés médiévales, c'était des sociétés où l'armée, c'est une institution qui s'élevait en contexte de guerre. On n'avait pas des armées de métier qui préparaient de manière permanente le conflit. Non, c'est ça, parce que c'est absurde. Sinon, tu dis, bien là, tu investis, tu peaufines un outil, tu vas avoir envie de t'en servir. Il n'y a pas grand-chose de plus faux, en fait, que ce slogan. Oui, mais je voulais le mentionner quand même si c'était pour partir la discussion. Vous avez mentionné l'éducation à la paix, puis je me dis peut-être qu'on ne le fait pas dès l'enfance suffisamment, parce que souvent, quand on parle de paix, on pense les guerres entre pays. Mais ça commence toujours dans le cœur de certains hommes ou de certaines femmes. Si on n'apprend pas à maîtriser ses passions, sa colère, si on ne sait pas comment se réconcilier, se parler, si les hommes ne font pas la paix avec eux-mêmes, avec Dieu, dans leur famille, comment on peut penser qu'après, les dirigeants des grands pays vont arriver à faire la paix entre eux? C'est intéressant. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des jeunes enfants, puis c'était vraiment l'apprentissage, c'était ça. Comment régler les conflits? Parce que j'étais au service de garde, j'enseignais pas, c'était ça qu'on faisait. On gérait les conflits. Peut-être que Poutine n'a pas une belle enfance. Ah, j'en doute. Oui, mais de ce constat-là, on peut tirer des conclusions très différentes. Hein. On peut tirer la conclusion, peut-être nietzschéenne ou je ne sais quoi, hobbesienne, que de cette violence de l'enfance, ce qu'on constate, c'est que c'est l'expression fondamentale de la nature humaine. Ça, c'est une conclusion assez banale, mais qui est fondamentale dans la vie moderne, où on peut tirer la conclusion, constater la réalité du péché et la manière dont il blesse la nature humaine, qui, elle, désire vraiment la paix, désire vraiment cette tranquillité de l'ordre dont parle Simon, qui est un désir universellement répandu. Seulement des gens extrêmement pervers, qui ont pris des habitudes extrêmement violentes, perdent le désir de paix. Et même Saint-Augustin, lorsqu'il parle de la guerre, il dit que finalement, on a un combat entre deux visions opposées de ce que serait la paix. Même les gens les plus violents cherchent un certain ordre qui, confusément, est désiré. Je dois vous arrêter ici. Je sens que la discussion est enflammée. Qu'est-ce que la vraie paix? Vous pouvez vous aussi répondre à la question en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média.
Stéphanie Grimard, tu te tournes vers les arts visuels pour ta suggestion culturelle cette semaine. Oui, c'est un duo d'artistes, en fait, Cook Sasseville. Ils viennent de Québec. Et ça fait 25 ans cette année qu'ils travaillent ensemble, qu'ils collaborent puis qu'ils créent des œuvres qu'on peut apercevoir déjà un peu partout. En effet, c'est de l'art visuel, mais c'est des installations souvent, qu'on va voir à côté des buildings, là, la fameuse politique du 1 %. Ils en ont bénéficié, puis ils ont fait toutes sortes d'œuvres très frappantes. Et la commissaire de l'exposition dit que c'est un travail à la croisée de l'absurde et de l'émerveillement avec une touche d'humour noir. Je trouve que ça résume bien leur démarche. C'est toujours surprenant. Il y a comme un humour, mais c'est critique, c'est profondément critique. Et donc, c'est ça, l'exposition fait une rétrospective, présente les maquettes, parce que c'est souvent de grandes œuvres. Et je pense que ça peut être très intéressant d'aller voir ça. Donc, l'exposition Contre toute attente, qui offre une rétrospective, comme tu disais, des œuvres du duo Cook-Sasseville, est présentée jusqu'au 20 avril à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec. Donc, c'est davantage pour les gens de la grande région de la capitale nationale. Merci, Stéphanie. Ou les visiteurs, c'est vrai. On se laisse cette semaine sur la chanson « Tendresse et bienveillance » de l'auteur-compositrice-interprète originaire de la Beauce, Laurence Elie. C'est tiré de son nouveau micro-album éponyme sorti le 28 février dernier. Pour écouter, commenter, partager cette émission, rendez-vous sur la page YouTube. Je pense que je l'ai dit 3 fois dans cette émission du Verbe Média. C'est très important. Chaque fois que vous likez, aimez, partagez notre émission, ça nous donne un bon petit coup de main. Voilà, si vous aimez aussi les verbomoteurs, vous pouvez vous abonner gratuitement au magazine Le Verbe, le magazine Le Verbe qui produit cette émission. C'est 100% gratuit. Il suffit de vous rendre sur leverbe.com, encore une fois, pour tous les détails. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.